Castellan Cédric Balou, quel sentiment vous inspire ces images, j'allais dire, cette réalité diplomatique du Congo-Brazzaville? De voir Oui, cette mais conseillère rwandaise représenter le Congo à l'extérieur et elle est seule. un sentiment d'insécurité, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays comme le nôtre, qui a tout un ministère des Affaires étrangères, et un autre ministère a été créé, celui de la coopération internationale. Mais curieusement, Madame Françoise Joly, c'est vrai que nous ne doutons pas de sa probité, mais seulement pour les questions de sécurité intérieure, elle n'est pas congolaise. Qu'elle se présente, qu'elle se retrouve au Kazakhstan seule, sans un conseiller, sans un technicien du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la coopération internationale, bon, comprenez, Monsieur Christian Perrin, que nous puissions ne pas nous sentir en sécurité. Les accords qu'elle peut aller engager au Kazakhstan, seule, nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas ce qu'elle peut aller engager comme accords qui pourront mettre demain le Congo en danger. Comprenez que nous puissions ne pas dormir sur nos deux lauriers. Dès que nous avons vu cet élément, nous avons compris que nous sommes réellement en danger. Et par là, nous commençons même à nous poser la question de savoir qui dirige finalement notre pays, le Congo. Un accord global, séquencé en plusieurs accords, et parmi ces accords, on note bien les accords sur la télécommunication, c'est ce que j'ai semblé lire. Il y a la télécommunication, l'environnement, vous avez aussi la santé, l'éducation, vous avez le transport. On parle également de l'exploitation minière. Ben voilà, c'est une kyrielle en fait. Des domaines qui ont été, j'allais dire, d'activité économique du Congo qui ont été cédés au Rwanda. Et donc, on a cédé pratiquement tous les secteurs d'activité économique du Congo au Rwanda. Et même si les Rwandais peuvent utiliser les Congolais comme ils le disent, mais du moment où le Rwanda sera propriétaire des terres qui leur ont été octroyées, moi je m'en tiens aux informations officielles qu'on peut trouver sur des sites officiels du gouvernement rwandais qui en fait qui avait réclamé comme qui dirait ou qui a déjà, je crois, il doit déjà être en possession des comment on appelle ça, des titres fonciers de ces zones. Et donc, ces zones reviennent, pas vont, mais reviennent déjà au Rwanda. Ils l'ont dit même dans le reportage. C'est désormais leur terre. Et les Congolais qui iront travailler là-bas, ben, comme vous l'avez dit, seront des esclaves. Et voilà pourquoi je me dis, mais comment est-ce que vous, au niveau de la jeunesse, vous vous préparez pour vivre cette réalité? Monsieur Christian Perrin, cette affaire dépasse le niveau du Parlement. Il est question de revenir. C'est au gouvernant de revenir maintenant vers la population parce que cette affaire dépasse le Parlement. Ce n'est pas au Parlement, c'est-à-dire ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale devraient donner une approbation sur cette affaire des terres. Il faut revenir vers un référendum afin que le peuple souverain puisse s'exprimer. Monsieur Christian Perrin, rassurez-vous que nous ne sommes pas prêts à céder sur ce problème. Nous ne céderons pas nos terres. Nous n'accepterons pas que les Rwandais viennent pour exploiter nos terres tout en sachant qu'ils sont en train d'exterminer nos voisins immédiats à l'est de la RDC. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Christian Perrin, ici, il s'agit d'une affaire de terre. Si le gouvernement s'obstine à foncer vers l'avant, en tout cas, il devrait passer sur la jeunesse congolaise avant de mettre ces affaires, avant de mettre ces accords en application. Ils ont longtemps manipulé la population. Ils ont longtemps manipulé la jeunesse congolaise. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a pris conscience du mensonge du gouvernement, a pris conscience que le gouvernement n'est pas en train de travailler pour le bien-être de la population. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse est prête à prendre ses responsabilités. Nous n'accepterons pas que les Rwandais puissent mettre pied ici pour l'exploitation de nos terres. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RC en compagnie de Castellan Cédric Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora.
Bonjour Castellan, et comment vas-tu? Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je me porte très bien. Super. Vous avez certainement suivi cette déclaration. Le Parti congolais du travail vient de se prononcer en faveur des accords illégaux des ventes des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, alors qu'ils sont conscients que la population congolaise les conteste farouchement et demande carrément leur annulation. Pierre Ngolo, l'actuel président du Sénat congolais, dans un langage subtil, demandait au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. que s'est-il donc passé entre-temps pour que le PCT fasse un virage de 90 degrés et soutienne désormais ces accords de vente des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, des accords qu'ils n'ont jamais vus ni lus, si ce n'est le principe de persister dans la logique de la conservation du pouvoir pour le pouvoir. Vous conviendrez avec moi que la principale victime de toutes ces manœuvres politiciennes, c'est bien la jeunesse congolaise. Que devra-t-elle faire? C'est la question à laquelle tentera de répondre notre invité Castellan Cédric Ballot. Mais avant de revenir sur cette crise majeure créée par Denis Sassou Nguesso et son parti, le Parti congolais du travail, intéressons-nous d'abord à l'actualité diplomatique du Congo. Vous avez certainement suivi les images de la visite au Kazakhstan de la conseillère rwandaise de Denis Sassou Nguesso, Françoise Joly, qui était seule, a rencontré le président Kassim Jomart Tokayev. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ces images, je vous les propose. Et alors, Castellan, Cédric Ballot, quel sentiment vous inspire ces images, j'allais dire, cette réalité diplomatique du Congo-Brazzaville? De voir Oui, cette mais conseillère rwandaise représenter le Congo à l'extérieur et elle est seule. un sentiment d'insécurité, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays comme le nôtre, qui a tout un ministère des Affaires étrangères, et un autre ministère a été créé, celui de la coopération internationale. Mais curieusement, Madame Françoise Joly, c'est vrai que nous ne doutons pas de sa probité, mais seulement pour les questions de sécurité intérieure, elle n'est pas congolaise. Qu'elle se présente, qu'elle se retrouve au Kazakhstan seule, sans un conseiller, sans un technicien du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la coopération internationale, bon, comprenez, Monsieur Christian Perrin, que nous puissions ne pas nous sentir en sécurité. Les accords qu'elle peut aller engager au Kazakhstan, seule, nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas ce qu'elle peut aller engager comme accords qui pourront mettre demain le Congo en danger. Comprenez que nous puissions ne pas dormir sur nos deux lauriers. Dès que nous avons vu cet élément, nous avons compris que nous sommes réellement en danger. Et par là, nous commençons même à nous poser la question de savoir qui dirige finalement notre pays, le Congo. Parce que pour un pays qui fonctionne normalement, ce n'est pas à cette dame d'aller représenter le Congo en ce qui concerne les relations internationales. Nous avons un ministère qui est là, habilité à le faire, mais qu'on écarte tout un ministère des Affaires étrangères et qu'on laisse cette dame représenter le Congo, bon, nous ne comprenons plus rien de ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que le ministre Pierre Ngakou, le ministre Jean-Claude Jean-Claude Gakosso. Gakosso est toujours en fonction? Est-ce que le ministre Denis Christian Sassou Nguesso aurait démissionné de ses fonctions? Nous ne comprenons pas. Évidemment, dans le même sens, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Congo-Brazzaville a quand même un ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, vous l'avez dit tout à l'heure, et un autre ministre de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso. Et voir cette conseillère, soit-elle spéciale, de Denis Sassou Nguesso aller représenter le Congo à l'extérieur, alors qu'elle n'a même pas la nationalité congolaise. Après, il faut qu'on nous dise le contraire. Elle est seule, en plus, elle n'est pas accompagnée. Euh, mais nous avons vu ces images quand vous les suivez. Non seulement qu'elle est allée en mission seule, mais il y a eu donc cette grande communication qu'il faut appeler ça comme ça, des images en grande pompe. Quel est le message qui a, selon vous, qui a voulu être
en fait envoyé auprès des Congolais. Comment vous avez perçu ça? Oui, mais c'est pourquoi je me pose la question de savoir sur qui dirige finalement le Congo, parce qu'elle a eu droit à des honneurs présidentiels. Même les ministres ne sont pas reçus comme ça. Vous avez parlé de cette communication en pompe. Vous avez vu comment elle a été reçue. À ses côtés, elle n'avait personne. Elle était seule, donc elle était suffisante. Elle a eu droit à un accueil présidentiel. C'est pourquoi, tout à l'heure, je me suis posé la question de savoir qui dirige finalement le Congo. Alors là, moi quand j'ai vu les images, j'ai eu l'impression que le Congo avait probablement désigné un vice-président, une vice-présidente du Congo. Donc après Sassou Nguesso, c'est probablement elle. Et tout à l'heure, je rappelais qu'elle n'est pas congolaise, donc elle n'a aucun attachement avec le Congo. Vous l'avez même dit tout à l'heure, elle peut aller signer des accords qui pourront engager le Congo ou mettre le Congo en danger. Mais est-ce qu'on peut penser que finalement le Congo-Brazzaville a été mis sous tutelle? Bon, mais je ne saurais répondre à cette question parce que tout ce qui est en train de se passer autour de ces relations diplomatiques, déjà que nous sommes sous-informés, ils prennent le soin de bien masquer tout ce qui est en train d'être fait. Nous ne pouvons pas trop nous exprimer sur cette question-là. Voilà, maintenant le problème qui reste à savoir si les partenaires du Congo qui la reçoivent chez eux peuvent faire confiance à cette dame qui peut être voilà perçue comme une espionne. Mais bon, la question reste posée, comme vous l'avez dit, ce n'est pas à vous de répondre à cette question. Mais alors ici, ça nous renvoie un peu à cette crise, puisqu'on y est déjà là. La crise créée par la signature des accords de vente des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda qui ont été signés par une seule personne, Denis Christel Sassou Nguesso. Tout à l'heure, nous parlions de Françoise Joly qui était aussi seule. Je ne sais pas ce qui se passe concrètement au Congo-Brazzaville. Est-ce que, parce que ça donne l'impression qu'il y a désormais une gestion hasardeuse des affaires de l'État où des personnes peuvent désormais incarner l'État congolais en dehors de Denis Sassou Nguesso. Et tout à l'heure, nous disions, notamment sur les accords qui vont mettre en péril, j'allais dire, la victime. Hein. La première victime, c'est la jeunesse congolaise. Alors, comment vous vous entendez à gérer toutes ces affaires qui mettent le Congo en danger à votre niveau? Oui, bon, déjà, ces accords signés avec le Rwanda sont rejetés par la majorité des Congolais. Nous n'allons pas accepter que les Rwandais viennent s'installer ici pour exploiter le sol congolais, pour exploiter les richesses congolaises, pour exploiter le sous-sol congolais. Nous n'allons pas admettre cela. Déjà qu'il y a beaucoup de flou autour de ces accords. Le ministre Denis Christian Sassou Nguesso, lui, qui est allé seul signer ces accords, lui, il nous parle de bail amphithéotique. Le Premier ministre et le ministre Thierry Mongala, eux, viennent parler des autorisations d'abord provisoires, puis des autorisations express. Donc, il y a une confusion autour de cette question-là. Et la télévision rwandaise, elle vient parler de la cession. En ce moment-là, nous penchons du côté de la télévision rwandaise parce que nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les Rwandais prendront le soin de mentir autour d'une question aussi importante. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez su le dire, les victimes de tout cela, ce sont les Congolais, c'est la jeunesse congolaise. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de nous parler de l'exploitation, entre guillemets, de la culture de ricin, parce que Eni a un vaste projet où il voudrait transformer le ricin en biocarburant et qu'on voudrait utiliser une compagnie rwandaise pour cette exploitation ou pour ces cultures-là. Mais lorsque nous avons mené nos investigations, nous avons fini par découvrir qu'au Rwanda, ils n'ont jamais cultivé le ricin. Alors, nous pouvons donc dire que c'est une phase expérimentale. Mais pourquoi? Je dis bien pourquoi? Pour cette phase expérimentale, on ne peut pas directement utiliser les Congolais. Pourquoi privilégier les Rwandais? C'est là où nous sommes tous en train de nous interroger. Est-ce que ça cache autre chose?
Est-ce que Évidemment, ça pendant que cache vous dites réellement ça, autre chose? oui, quand vous dites ça, Castellan, le problème, c'est que rien que dans votre développement de tout à l'heure, on se rend bien compte que il y a un loup quelque part. Et comme on sait le dire, hein, lorsqu'il y a du flou, c'est qu'il y a un loup quelque part, rien du tout n'est clair, et c'est de l'opacité totale. La preuve, c'est qu'à la réunion entre le PCT et le gouvernement congolais, il est ressorti que finalement, ni le PCT et même pas le premier ministre lui-même, Anatole Kolinema Kosso, n'ont connaissance de ces accords. Donc, euh, ils ont été signés par Denis Christian Sassou Nguesso et c'est le seul qui connaît évidemment les termes de ces accords, probablement avec son père Denis Sassou Nguesso. Mais là, vous parlez du RISA. Bon, là encore, c'est un prétexte qu'on est en train de trouver. Le problème, c'est qu'il faut qu'on regarde la cible droit. C'est comme quelqu'un qui disait, si vous allez, quand vous allez à un combat, il faut savoir identifier votre cible. L'égalité ou non de ces accords, conforme ou non à la Constitution congolaise, en réalité, le problème, apparemment, il n'est pas à ce niveau-là. C'est ce qu'on semble comprendre. Moi, voilà pourquoi je veux m'intéresser à la crise qui a été créée aujourd'hui. C'est une crise, tout le monde est en train de le dire, qui en réalité porte sur la conservation, coûte que coûte, du pouvoir par le régime qui est en place au Congo-Brazzaville. Et moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous, la jeunesse, vous allez vous y prendre pour je ne sais pas s'il faut ramener évidemment le PCT à l'ordre ou comment allez-vous faire pour vous opposer à cette machine qui s'est finalement, qui a déroulé son, comme qui dirait, son rouleau compresseur. Monsieur Christian Perrin, la réaction du PCT ne nous surprend pas. Elle ne nous surprend pas. C'est plutôt le revirement du vénérable président Pierre Ngolo en tant que président du Sénat. Il avait su donner de l'espoir aux Congolais lorsqu'il a parlé de privilégier le bon voisinage. C'est pour dire qu'il était hors de question de mettre en application ces accords, sinon il nous mettrait en difficulté avec nos voisins immédiats, la RDC. Mais la réaction du PCT ne nous étonne pas. Eux sont là dans la conservation du pouvoir. Mais seulement, je tiens à vous dire, Monsieur Christian Perrin, nous ne sommes plus dans les années 90. Nous sommes dans les années 2000 actuellement. Et cette fois-ci, la jeunesse est suffisamment aguerrie, suffisamment avertie pour mettre à mal ces accords, pour mettre à mal cette mauvaise façon de faire du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail n'est pas là pour les intérêts de la population, n'est pas là pour les intérêts de la jeunesse. Regardez dans leur échange avec le gouvernement. Ils ont inscrit tous les autres points à l'ordre du jour tout en sautant le point relatif à la jeunesse. Ils n'ont pas parlé du point lié aux emplois des jeunes. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes, au fait, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Bon, mais nous avons aussi la réponse. Les jeunes sont autour de ce parti simplement parce qu'ils espèrent, parce que étant le parti au pouvoir, qu'on pourra les regarder. Mais ils sont plus nombreux à être dans ce parti que des postes qui pourront être créés. C'est pour dire que le Parti congolais du travail, qui ne pense pas plutôt à la création des emplois, ne pense plutôt qu'à la conservation de pouvoir, n'aura nulle part où positionner ces jeunes. Et donc, c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, le combat qui se pose à nous, qui se pose dans notre pays, est un combat qui devrait toucher toute la population congolaise, tous les jeunes de différents partis. Parce que quand on parle du chômage, il concerne les jeunes de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile. Et quand on parle aujourd'hui de la cession des terres, ce sont les terres des Congolais qui seront cédées aux Rwandais. Nous connaissons un peu ce qui se passe en Afrique du Sud avec les Afrikaners, où ils ont récupéré une partie, une portion de l'Afrique du Sud, et les Sud-Africains noirs n'ont pas la possibilité de pouvoir mettre pied sur ce territoire-là. Et c'est ce qui va se passer dans notre pays où nous voulons céder près de 980 km² aux Rwandais. Les Congolais n'auront plus le droit de mettre pied dans cet espace qui sera cédé aux Rwandais. Et je dis bien, les Rwandais ne sont pas comme les Blancs, s'il faut le dire comme ça, où on semblerait nous faire croire que les Rwandais, lorsqu'ils viendront s'installer ici, ils vont privilégier les Congolais pour les emplois et autres, mais tout ça, c'est du pipeau. Les Rwandais, quand ils viennent s'installer, prenons seulement l'exemple des Ouest-Africains. Encore à eux, nous ne donnons pas des terres.
Quand ils viennent s'installer ici chez nous pour le commerce, ils viennent d'abord tout seuls, mais après, c'est toute une délégation qui vient pour les rejoindre, habitant même à 10 voire 15 dans une maison de 2 chambres salon. C'est ce qui sera fait aussi avec les Rwandais. Encore, les Ouest-Africains, eux, que ce soit les Sénégalais ou les Maliens, ils ont suffisamment d'espace chez eux. Mais chez nous, avec les Rwandais qui sont plus de 13 millions pour une superficie de 26 000 km². Alors, quand ils auront suffisamment d'espace chez nous, que vont-ils faire? C'est un gros mensonge que le gouvernement est en train de pondre. Les Rwandais viendront nous envahir et viendront très nombreux s'installer ici, et surtout que c'est sur une longue période, au point même de nous esclavagiser, parce qu'ils sont habitués dans ce genre de pratique. Oui, évidemment, pendant que vous parlez d'esclavage, alors ici, évidemment, il faut mettre, comme qui dirait, le doigt là où ça fait parfois mal. On va le faire, on va mettre le pied dans le plat. C'est que vous disiez tout à l'heure, les accords ou les terres qu'ils vont prendre, mais la vérité, ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que ces accords sont déjà mis en application. Ça veut dire que, bon, pour le gouvernement congolais, c'est fait, c'est signé, on a déroulé le plan, maintenant là, ils sont en phase d'expérimentation, comme ils ont dit, mais est-il que les accords sont déjà mis en œuvre et c'est parti, ça ne va plus reculer. Je ne vois pas non plus le Parlement congolais qui va s'opposer. La preuve, nous l'avons dit tout à l'heure, le président du Sénat, par exemple, finalement s'est rangé malgré ses premières hésitations. Là, il s'est rangé et le PCT s'est rangé. Ça veut dire que voilà, c'est parti pour la mise en application totale de ces accords. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Le gouvernement congolais semble mettre en esclavage les Congolais. Dans ces accords, on parle évidemment de plusieurs. En fait, c'est un, comme qui dirait, un accord global séquencé en plusieurs accords. Et parmi ces accords, on note bien les accords sur la télécommunication, c'est ce que j'ai semblé lire. Il y a la télécommunication, l'environnement, vous avez aussi la santé, l'éducation, vous avez le transport. On parle également de l'exploitation minière. Voilà, c'est une kyrielle en fait. Des domaines qui ont été, j'allais dire, d'activité économique du Congo qui ont été cédés au Rwanda. Et donc, on a cédé pratiquement tous les secteurs d'activité économique du Congo au Rwanda. Et même si les Rwandais peuvent utiliser les Congolais comme ils le disent, mais du moment où le Rwanda sera propriétaire des terres qui leur ont été octroyées, moi je m'en tiens aux informations officielles qu'on peut trouver sur des sites officiels du gouvernement rwandais qui en fait qui avait réclamé comme qui dirait ou qui a déjà, je crois, il doit déjà être en possession des, comment on appelle ça, des titres fonciers de ces zones. Et donc, ces zones reviennent déjà au Rwanda. Ils l'ont dit même dans le reportage. C'est désormais leur terre. Et les Congolais qui iront travailler là-bas, comme vous l'avez dit, seront des esclaves. Et voilà pourquoi je me dis, mais comment est-ce que vous, au niveau de la jeunesse, vous vous préparez pour vivre cette réalité? Monsieur Christian Perrin, cette affaire dépasse le niveau du Parlement. Il est question de revenir. C'est au gouvernement de revenir maintenant vers la population parce que cette affaire dépasse le Parlement. Ce n'est pas au Parlement, c'est-à-dire ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale devraient donner une approbation sur cette affaire des terres. Il faut revenir vers un référendum afin que le peuple souverain puisse s'exprimer. Monsieur Christian Perrin, rassurez-vous que nous ne sommes pas prêts à céder sur ce problème. Nous ne céderons pas nos terres. Nous n'accepterons pas que les Rwandais viennent pour exploiter nos terres tout en sachant qu'ils sont en train d'exterminer nos voisins immédiats à l'est de la RDC. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Christian Perrin, ici, il s'agit d'une affaire de terre. Si le gouvernement s'obstine à foncer vers l'avant, en tout cas, il devrait passer sur la jeunesse congolaise avant de mettre ces accords en application. Ils ont longtemps manipulé la population. Ils ont longtemps manipulé la jeunesse congolaise. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a pris conscience du mensonge du gouvernement, a pris conscience que le gouvernement n'est pas en train de travailler pour le bien-être de la population. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse est prête à prendre ses responsabilités.
Nous n'accepterons pas que les Rwandais puissent mettre pied ici pour l'exploitation de nos terres. Nos terres, nous pouvons les exploiter nous-mêmes. S'il fallait avoir des accords avec des pays qui ont déjà fait leurs preuves en agriculture, on aurait regardé peut-être le Cameroun, qui est un voisin aussi proche avec qui nous partageons une frontière. Mais nous sautons tous ces pays-là avec lesquels nous partageons des frontières pour aller signer des accords avec le Rwanda. Nous ne sommes pas prêts, nous le peuple congolais, nous la jeunesse congolaise, nous ne sommes pas prêts à accepter la mise en application de ces accords. Oui, mais du côté du gouvernement, il parle d'une alternative, des solutions économiques et puis la création de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que vous leur proposez? Nous ne voyons pas une création des emplois. Au fait, c'est une fuite en avant. C'est une façon de vouloir persuader la population congolaise en prenant appui sur la création des emplois. Nous ne parlons pas de la création d'emplois, c'est une façon d'esclavagiser la population congolaise. Regardez, M. Christian Perrin, pour tous ceux qui travaillent avec les Libanais ici dans notre pays, pour tous ceux qui travaillent avec les Chinois ici dans notre pays, ils savent ce qu'ils vivent avec ces derniers-là. Ils sont maltraités, ils sont mal payés, ils n'ont peut-être pas des contrats de travail. Donc, ils sont licenciés à n'importe quel moment sous l'œil de l'inspection du travail qui ne fait absolument rien du tout. À plus forte raison avec les Rwandais à qui nous allons céder des terres où ils seront maîtres, parce qu'on parle ici de bail amphithéotique, donnant un droit de propriété à celui qui loue ces terres, d'après eux. Mais nous, on ne parle pas de droit on ne parle pas de location à notre niveau. Nous parlons de la cession. Les terres qui ont été cédées où le Congo aurait accueilli des Rwandais qui seront similaires aux Afrikaners, c'est-à-dire ils auront une superficie donnée où ils régneront en maîtres. Que feront-ils des Congolais qui seront là-bas? Nous savons déjà comment eux, ils ont l'habitude de se traiter entre eux, ou tout outil, comment ils se sont traités. Maintenant, avec les Congolais, comment est-ce qu'ils vont nous traiter dans un territoire qui leur appartiendrait? Oui, parce que vous, à votre niveau, je rappelle que vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. À votre niveau, quelle alternative proposez-vous au gouvernement? Est-ce que vous avez, par exemple, un programme de création, par exemple, de l'emploi ou de trouver des solutions à l'économie congolaise? Est-ce que vous pouvez proposer à ce gouvernement pour leur mettre pied au mur pour dire nous sommes capables de mieux faire que les Rwandais que vous êtes allés chercher? Nous avons fait beaucoup de propositions au gouvernement. Nous leur avons soumis même un programme. En parlant d'agriculture, mais pourquoi ne pas réhabiliter simplement l'OCV ou l'OCC? Nous avons déjà fait toutes ces propositions-là. Le Congo, dans le passé, avait une bonne expérience dans l'agriculture. Pourquoi ne pas redynamiser l'agriculture avec les Congolais en relançant, par exemple, ces écoles agricoles? Le lycée Amilcar Cabral, qui est juste là à côté, il suffit de donner les moyens qu'il faut afin de pouvoir former les Congolais comme il se doit. Nous voulons que le Congo se développe avec les Congolais. Certes que nous aurons toujours besoin des partenaires extérieurs, mais nous voulons que les Congolais soient mis en avant. Nous avons soumis un programme au gouvernement où nous avons parlé du développement des zones rurales. Parce que nous avons constaté qu'il y a certaines zones qui sont en train de disparaître, des villages qui sont en train de disparaître, simplement par manque d'opportunités. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait un peu mettre en place des politiques incitatives afin de renverser la tendance, c'est-à-dire que nous puissions parler aujourd'hui de l'exode urbain, où nous allons où nous allons pousser les jeunes Congolais à partir de la ville vers les campagnes. Mais comment les jeunes habitués à un certain confort, même si ce n'est pas vraiment le confort en tant que tel, mais les jeunes habitués à l'électricité, à emprunter des bus, à consommer l'eau qui coule du robinet, vont aller dans des zones rurales où rien n'est fait. C'est pourquoi nous avons proposé dans le programme l'amélioration de ces zones rurales. Par exemple, en électrifiant, en mettant de l'électricité dans ces différentes zones rurales, en utilisant les potentialités qu'on pourra trouver sur place. Par exemple, l'air où le soleil, il fait excessivement chaud, on peut avoir l'énergie solaire. Nous avons quand même des vents assez forts dans notre pays, on peut avoir l'énergie éolienne, simplement pour améliorer les conditions dans ces zones rurales. Et en ce moment-là, nous ne voyons pas des jeunes qui vont refuser d'aller, par exemple, pratiquer l'agriculture. Mais il faut, là encore, que nous puissions regarder l'agriculture autrement.
Parce qu'au Congo, quand on parle de l'agriculture, on donne aux jeunes des houes, des râteaux, des arrosoirs et autres. Il est question aujourd'hui de mécaniser l'agriculture. Mettez à disposition des tracteurs. Il y a des tracteurs de dernière génération qui peuvent tout faire. Là où le jeune pouvait faire 1 hectare en 1 semaine ou en 2 semaines, le tracteur te fait 10 hectares en une journée. Donc voilà un peu. C'est tout ça, ces politiques incitatives que le gouvernement devrait mettre en place pour booster un peu ces différents secteurs. Évidemment, lorsque vous parlez du matériel, ça me rappelle un peu la tournée qu'a effectuée Anatole Collinet Makosso dont la Bouenza, le Niari et le Poule. J'ai vu des images où les jeunes ont dit ils travaillent à la main, ils n'ont pas de machine, ils ont dû même travailler au moins 100 hectares, c'est ça, à la main en plus. Le dernier site visité par le Premier ministre se trouve au village Massangui, à Yamba. Et ici, c'est une entreprise de 100% congolaise qui emploie plus de 110 personnes, dont 3 ingénieurs agronomes rwandais. Donc sur 110, vous n'avez que les 3 là. 3 sujets rwandais. D'accord. Et donc voilà comment on a commencé. On a tout fait, je vais dire, à la main, avec nos houes, tout ça, jusqu'à atteindre les 100 hectares. On a fait les 100 hectares à la main, jusqu'à ce qu'on commence la production pour faire court. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, on ne peut pas faire venir des étrangers et continuer à faire travailler les Congolais à la main. Et ici, lorsque je parlais d'un programme, par exemple, économique, sinon la création de l'emploi pour la jeunesse, d'autant plus que vous êtes à la tête d'une organisation de la jeunesse du Congo et de la diaspora. Alors, je pensais à ce que vous pourriez, est-ce que il peut arriver, ou cela vous traverse aussi à la tête, comme qui dirait, d'organiser des, comment appeler ça, des conventions avec les jeunes Congolais, par exemple, euh, quitte à faire, je ne sais pas comment on appelle ça, des états généraux de la jeunesse, et que les jeunes proposent j'allais dire, les solutions, pourquoi pas, un programme cohérent, par exemple, sur l'économie congolaise et pourquoi pas, dans le cadre, par exemple, la création de l'emploi, parce qu'apparemment, ici, ce qui ressort, et bon, encore que ce soit là un prétexte, mais j'ai l'impression que le gouvernement congolais est à bout. Ils n'arrivent pas à trouver une solution ou peut-être qu'ils sont incompétents, ils n'ont pas ces idées-là pour créer de l'emploi. Voilà pourquoi ils se sont confiés aux Rwandais qui, en réalité, n'ont aucune expérience de tous les domaines qu'on venait de citer tout à l'heure et dont on leur a cédé voilà, les marchés, sinon que le Congo est allé signer des accords avec eux. Est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas organiser, par exemple, la jeunesse congolaise pour que vous proposiez des solutions, voilà, quitte à travailler à la place du gouvernement. Je dis bien entre guillemets. Monsieur Christian Perin, le président décrète en décembre 2023-2024, année de la jeunesse. Le gouvernement annonce la création de 100 000 emplois. Mais nous les avons observés pendant une bonne période. Ils n'ont jamais présenté un programme pouvant créer des emplois pour les jeunes. Nous avons conçu un document, nous, les jeunes Congolais, au niveau du Congo, plus ceux de la diaspora, un programme de 1000 milliards de francs CFA que nous avons soumis au gouvernement. Jusque-là, ils n'ont jamais pris ce programme en compte. Actuellement, il y a un dialogue intergénérationnel qui a été organisé ici au Congo par M. Okombi Tsadisson. C'est notre idée. C'est nous qui avons proposé cela au ministre de la Jeunesse. Parce que nous n'avons pas voulu organiser un dialogue intergénérationnel. Nous avons voulu organiser des états généraux de la jeunesse. Parce que pour nous, dans ce programme, nous avons parlé du développement intégral des 12 départements et nous avons inclus un 13e département, la diaspora. Parce que dans toutes les politiques qui sont mises en œuvre ici dans notre pays, on exclut souvent la diaspora. Pour nos autorités, ils considèrent les membres de la diaspora comme étant des adversaires, comme étant des opposants. Mais nous avons voulu prendre en compte parce que pour nous, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, c'est un mouvement qui est en train de rassembler les Congolais qui sont de partout, au niveau du Congo, au niveau de tous les pays du monde entier. C'est pourquoi nous sommes en train d'installer des fédérations dans tous ces pays du monde entier. C'est un puissant mouvement que nous avons mis en place. Et donc, lorsque nous avons proposé l'organisation des états généraux de la jeunesse, c'est parce que nous avons voulu travailler avec les jeunes des 12 départements de notre pays, plus ceux de la diaspora.
Donc, il était question que nous puissions nous retrouver et que nous adaptions le programme que nous avons soumis au gouvernement en fonction des spécificités de chaque département. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Le ministre Hugues Ngwelondele a récupéré notre idée pour la mettre à la disposition de son cadet qui a organisé un dialogue intergénérationnel. Bon, nous ne savons pas ce que ça va produire, mais nous, on avait une autre idée. Mais hormis cela, mais c'est ça aussi le Congo. Les autorités congolaises volent les idées des autres pour mal les utiliser. C'est pourquoi nous avons du mal à décoller dans notre pays. Je suis sûr que peut-être même vous aussi, on vous a déjà volé un projet. Mais ça, je ne saurais le dire. Et hormis cela, nous avions eu à proposer l'organisation d'un forum économique. Parce que pour nous, il est hors de question d'exclure la diaspora. Nous pensons que la diaspora peut beaucoup apporter pour le développement de notre pays. Ils sont allés, ils se sont formés, ils ont vu ce qui se fait ailleurs, ils ont travaillé dans des entreprises ailleurs et donc ils ont acquis une très bonne expérience qu'ils peuvent mettre à la disposition de notre pays. Et donc nous avons proposé l'organisation d'un forum économique. Là encore, je l'évoque sur votre plateau, bientôt ils vont copier mais pour faire mal, en écartant tous ceux qui veulent apporter pour le développement de leur pays. Donc, Monsieur Christian Perrin, nous avons beaucoup d'idées que nous sommes en train de soumettre au gouvernement. Mais avec notre gouvernement, la difficulté, c'est quoi? Plus vous soumettez, plus vous faites des propositions, plus vous êtes taxé d'opposants, plus on vous écarte. C'est ça la difficulté. Donc, nous comprenons par là que notre gouvernement ne veut pas débloquer la situation. La condition actuelle de la jeunesse les arrange. Parce qu'un jeune qui ne travaille pas est facile à manipuler. Un jeune qui n'a pas d'entreprise est soumis à eux. Un jeune qui n'a pas de perspective, avec un petit 2000, on peut lui faire tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça, ils sont dans cette optique-là. Maintenir les jeunes dans la précarité, maintenir les jeunes dans la pauvreté la plus absolue, maintenir les jeunes dans l'ivresse, de telle sorte que les jeunes n'aient pas à penser de leur avenir. C'est pourquoi, dernièrement, lorsqu'on a voulu augmenter le prix de la boisson, vous avez vu, il y a eu un conseil interministériel organisé par le premier ministre chef du gouvernement à cause simplement de l'augmentation du prix de la bière. Donc, comprenez, Monsieur Christian Perrin, que le gouvernement est là pour orienter la jeunesse congolaise. C'est-à-dire, Castella, vous êtes en train de dire l'augmentation du prix de la bière a inquiété le gouvernement, c'est ça? Justement, ça a inquiété le gouvernement parce que si le prix avait été rehaussé, il n'y aurait plus assez de promotions. Parce que regardez, dans notre pays, il y a beaucoup de promotions sur la bière, sans pourtant que le gouvernement n'intervienne à ce stade-là. Comment on peut vendre 4 bières à 1500 ou à 1200? C'est une façon de demander à la jeunesse de consommer de façon abusée l'alcool, alors que le gouvernement devait limiter la consommation de l'alcool. Mais c'est pour quel dessein, Monsieur Christian Perrin? N'est-ce pas pour pervertir la jeunesse? N'est-ce pas pour désorienter les jeunes afin que les jeunes réfléchissent de moins en moins sur leur situation? Un pays où la bière coûte moins cher que l'eau minérale. Alors, mais comment est-ce que vous avez donc perçu actuellement la position du Parti congolais du travail sur ces accords? Une façon de s'éloigner de la population congolaise, c'est ça? Une façon de dire à la population, bah, écoutez, comme à leur habitude, tout pour eux, rien pour la population. Monsieur Christian Perrin, le Parti congolais du travail n'a jamais été proche de la population. Qu'est-ce qu'ils ont déjà proposé et fait de bien pour la population? Rien du tout. En près de 40 ans de pouvoir, ou en plus de 40 ans de pouvoir, qu'ont-ils déjà fait de bénéfiques pour la population? Rien du tout. Plus nous sommes en train d'avancer avec le Parti congolais du travail, plus les caisses sont vides. Vous constatez, depuis un certain moment, il y a un retard sur le paiement des salaires. Bon, je n'ose pas dire que nous allons vers une cessation de paiement de salaire, mais lorsqu'on regarde de loin, avec un œil intellectuel, on finit par comprendre que nous sommes en train d'aller progressivement vers une cessation de paiement de salaire. Le Parti congolais du travail ne travaille pas pour les Congolais, il travaille, comme vous venez de dire, pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour la succession. Vous constaterez que chaque membre du Parti congolais du travail hautement placé intègre son enfant dans la vie politique et le positionne. C'est comme si le seul modèle de réussite devenait la politique.
Et dernièrement, nous suivions qu'il y avait des grèves au niveau de la santé, mais aussi dans l'enseignement. En fait, pour non-paiement, c'est ça, ou des arriérés de salaire. Dans un pays où on pense bien qu'il y a beaucoup d'argent, le Congo engrange beaucoup d'argent avec son pétrole, son bois, les minerais et toutes les autres ressources économiques. Est-ce Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve dans une telle situation, en fait? Mais ce sont les antivaleurs. Les antivaleurs. Aujourd'hui, le Congo est en train de boiter à cause des antivaleurs. Ou lorsqu'il y a de l'argent qui entre, tout est détourné. Aujourd'hui, nous le disons, et nous sommes en train de le dire depuis un certain temps. Tout le monde, lorsqu'ils veulent attaquer la mauvaise politique de notre pays, ils s'attardent à s'adresser aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, il faut s'adresser directement au président de la République parce que c'est lui l'arbre sur lequel s'abritent tous les grands voleurs de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait parler des grèves dans les différents hôpitaux? Mais comment pouvez-vous d'abord laisser que cette situation puisse s'envenimer alors que le corps médical, c'est ce corps qui veille sur la bonne santé des Congolais. Plutôt que de bien les traiter, on les maltraite. Mais nous comprenons aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de décès dans ces différents hôpitaux. Parce que un médecin ou une infirmière qui est censé vous traiter, d'abord dans sa tête, il y a beaucoup de problèmes. Elle pense d'abord au salaire minime. Ça, c'est même pas des salaires. On ne peut pas appeler ça salaire. Parce que nous voyons que parmi eux, il y a ceux qui perçoivent les 30 000, 40 000 francs CFA, mais ils viennent travailler tous les jours, Monsieur Christian Perrin. Est-ce là une façon d'aimer notre pays? Mais pardon, Nos lorsque vous gouvernants... parlez de 40 000, 30 000 francs CFA, c'est quelle grille ça? Alors que le SMIC au Congo, c'est 50 400. Comment on peut gagner Oui, 30 mais 000 francs? le SMIC n'est pas respecté dans notre pays. Est-ce que le SMIC est respecté dans notre pays? Je vous dis que parmi ces infirmières, il y en a qui perçoivent 30 000 francs, 40 000 francs CFA. Est-ce une façon de vouloir régler le problème? Est-ce une façon de vouloir améliorer les conditions de traitement dans notre pays? Déjà que lorsque le président de la République en 2014 avait voulu un peu améliorer les conditions sanitaires dans notre pays en demandant la construction de 12 hôpitaux dans les 12 départements, parce qu'il était hors de question que pour ceux qui sont, par exemple, dans les départements, qu'ils viennent se faire traiter à Brazzaville, parce que vous voyez, le trajet, il est assez long. Lorsque la maladie est grave, en cours de route, on peut craquer. Et donc, il était question de construire 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements de notre pays. Mais de 2014, où 700 milliards de francs CFA avaient été débloqués. Mais au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? À peine 2 hôpitaux livrés. L'hôpital général de Nkombo et l'hôpital général se trouvant à Pointe-Noire. Mais est-ce une façon d'aimer notre pays? Et tout cela, aucune enquête n'a été ouverte. La police, la CID du général Obara n'a pas ouvert d'enquête là-dessus. Mais si c'était seulement un Cédric Balou qui avait organisé une activité quelque part, déjà la police serait là pour venir soulever le pauvre Cédric Balou. Non, on doit regarder les véritables problèmes. Ben, en Aujourd'hui, fait, nous avons pendant que vous en parlez, nous allons terminer par là parce que nous sommes finalement à la fin de l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur votre activité qui avait été interrompue par la police alors que vous étiez en train de vous organiser avec vos militants, s'il faut les appeler comme ça, dans le cadre de votre organisation? Comment ça s'est passé, Amphilou? Oui, actuellement, nous sommes en train d'étendre notre mouvement. Nous sommes en train de l'implanter dans les 12 départements de notre pays. Et dans les arrondissements ici à Brazzaville, nous sommes en train de mettre en place des antennes. Donc, nous étions avec nos militants en train d'échanger parce que chez nous, nous formons nos militants. Nous avons besoin d'une jeunesse. Nous sommes en train de former une jeunesse capable de défendre des intérêts de la jeunesse, capable de défendre les intérêts de notre pays. Et donc, nous étions en plein échange dans un espace qu'on appelle, bon, le nom m'est échappé. Nous étions, vraiment, c'était un espace fermé, hein, on ne pouvait déranger personne. Nous étions en plein échange en train de conscientiser la jeunesse. Curieusement, c'est le commissaire adjoint de la police qui est arrivé. D'abord, avant même que le commissaire adjoint de la police ne puisse arriver, nous avions au moins 10 policiers en civil parmi les participants.
qui étaient là en train de passer tout le temps des téléphones, recevoir des coups de fil. Je ne sais pas si nous sommes devenus des rebelles dans ce pays, si nous avons lancé des soulèvements en armes, ou je ne comprends pas pourquoi cette surveillance. Et donc, quelque temps après, pendant que nous étions en train d'échanger, c'est le commissaire adjoint de la police qui est arrivé pour nous demander formellement d'arrêter la poursuite de notre activité. Je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi vous nous demandez d'arrêter notre activité? Il dit, j'ai reçu des ordres, arrêtez votre activité. Donc, voilà un peu, c'est notre quotidien au jour d'aujourd'hui. Mais toutes ces intimidations ne nous empêcheront pas de pouvoir continuer nos activités. Nous allons poursuivre avec nos activités. D'ailleurs, nos autorités n'ont pas peur de la population lorsqu'elle détourne des fonds, lorsqu'elle ne mène pas à bien des projets qui pouvaient débloquer la situation difficile de la population. Mais pourquoi est-ce que nous qui sommes dans la légalité, aurons-nous peur de mener nos activités, aurons-nous peur de défendre, de continuer à défendre les intérêts de notre pays? Nous n'allons pas nous arrêter. Bien au contraire, cela nous motive de plus belle. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir l'annulation de ces accords qui n'arrangent en rien le peuple congolais. Et s'il faut que nous puissions aller dans la rue pour cela, nous irons dans la rue. S'il faut aller dans la rue pour faire annuler évidemment ces accords de vente de terre du Congo-Brazzaville au Rwanda, la jeunesse l'a dit aujourd'hui, elle ira, elle prendra la rue. En tout cas, merci Castellan Cédric Balou d'avoir été avec nous sur R7 et surtout d'avoir été disponible. Merci à vous, Monsieur Christian Perrin, une fois de plus, de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette émission. Aidez-nous donc à parfaire notre référencement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit au cours de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.